J'ai atterri dans la crypto par pur hasard. On lance pas un airdrop de rien. T'as des personnes qui touchent des sommes à 4-5 chiffres. Je liste plein d'airdrops potentiels. Il y a des trucs que je trouve sous-cotés. C'est quoi les plus beaux airdrops que tu as pu toucher? C'est ce qui manque le plus sur la DeFi, c'est l'accessibilité. Et à un moment, je bridge vers une mauvaise blockchain. Un bon hack où j'ai perdu une somme à 5 chiffres quoi. Si vous utilisez un minimum la DeFi, c'est limite une erreur de pas avoir ce genre d'outil. Le plus gros, c'était à 4 chiffres. Les gars sont barrés avec la caisse. Si j'ai l'airdrop, peut-être que ça pourra couvrir le rug pull que j'ai eu à l'époque. Il avait hacké mon compte Binance, je pense, avec mes cookies de connexion. On dit qu'il y aura plus de nouveau Bitcoin en 2140, mais le problème, il sera là bien avant. Le Proof of Stake, je trouve que c'est une bonne chose, mais en tout cas, je pense que c'est beaucoup de spéculation. Mon portefeuille, il est vraiment segmenté en 2 utilisations. Est-ce que ton but, c'est d'accumuler le plus de Bitcoin possible? Il y a beaucoup trop de fausses croyances, je trouve, autour des Real World Assets. Pour l'instant, la blockchain, c'est juste pas fait pour le gaming. Tu marchais, je sais pas, 100 mètres et tu gagnais des centaines d'euros, ça avait aucun sens. Petite théorie là sur GTA 6. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast qui n'a pas encore vraiment de nom, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire des idées. Et aujourd'hui, je suis avec un invité de marque, donc Antonin, comment vas-tu? Ça va super, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce premier épisode, ça me fait énormément plaisir. Eh ben écoute, c'est très cool, moi je suis très content de t'avoir aujourd'hui pour du coup, comme je vous l'ai dit, un tout nouveau format. Et donc on va discuter, en apprendre plus sur toi et ton domaine qui est la DeFi. Mais avant tout ça, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu as plusieurs chaînes YouTube, notamment AZK Crypto et AZK Crypto Degen. Et bien sûr, tu es également présent sur Twitter, sur Twitch. Sur tes réseaux, on retrouve du contenu sur les airdrops, mais aussi des stratégies pour maximiser tes rendements sur les cryptos. Et encore des tutoriels divers sur la DeFi. D'ailleurs, en fouillant un petit peu sur tes réseaux, j'ai vu que tu te décrivais comme le détenteur d'un doctorat en finance décentralisée avec option airdrop. Est-ce que c'est un bon résumé de ta personne? Bon résumé, je sais pas, mais ouais, j'avais envie de mettre ça pour la blague sur ma bio sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se vendent comme des experts, machin truc. Du coup, je me suis dit, allez, autant aller un point au-dessus et dire que j'ai un doctorat directement. Mais j'ai surtout de l'expérience, à vrai dire. Ça fait depuis 2020 que je suis sur la DeFi, donc j'en ai fait des carabistouilles depuis. Ok, écoute, on va explorer tout ça de façon tout au long de cette longue discussion. Je vais commencer par une première question qui est, quel a été ton parcours scolaire? Ça veut dire, quel type d'élève tu étais, si tu as fait des études particulières ou quoi, pour mieux comprendre la personne que tu es. Alors, j'ai un parcours un peu atypique, rien à voir avec la finance, etc. J'ai fait un BTS audiovisuel, option montage. Du coup, j'ai atterri dans la crypto par pur hasard. J'étais pas trop destiné à aller là-dedans, mais voilà, tu connais, j'ai découvert ça un petit peu en parallèle. Après mon BTS, j'étais pas trop satisfait. J'avais bien aimé l'ambiance du BTS, mais c'est le milieu pro qui m'allait pas trop, donc j'ai essayé de me reconvertir ailleurs. Et ça a pas spécialement pris. Et comme en même temps, j'étais tombé dans les cryptos, la DeFi, etc., que ça m'a un peu happé. Et du coup, j'ai décidé de prendre un peu de temps, d'essayer de faire des vidéos sur ça. Et voilà, j'en suis où j'en suis maintenant. Ok, parfait. Du coup, si tu peux plus préciser comment t'es rentré et arrivé dans la crypto et surtout quand c'était, comme ça on peut savoir un petit peu tout ça. Quand exactement, je sais plus. C'était en 2019, mais quand en 2019, je sais plus, c'était début, fin d'année. Et c'était via une application qui s'appelle Skrill, quelque chose comme ça. C'est une sorte de banque un peu en ligne. Et dessus, il y avait des cryptos et j'avais mis quelques euros dessus, histoire juste pour tester. Et c'est le premier pas que j'ai eu dans les cryptos. Et ensuite, fin 2020, je me suis intéressé à fond. J'ai ouvert mon compte Binance, j'ai exploré la Binance Smart Chain, etc. C'est là que j'ai commencé réellement l'aventure, vraiment fin 2020. Ok, donc c'était un petit peu avant le bull run, avant le commencement ça se vraiment lançait du tout bull run, juste. ça. Franchement, j'ai eu de la chance, je suis rentré au bon moment, on va dire. Donc tu as quand même su profiter assez bien de ce bull run-là alors. 2021, c'était sympa. En plus, la DeFi, c'était la grosse narrative de ce cycle-là. Donc, c'était vraiment sympa. J'aurais pas mal d'anecdotes, je pense, sur 2021. Ok, on va revenir là-dessus. Mais du coup, avant ça aussi, je voulais savoir, tu fais quand même pas mal de contenu sur les réseaux et tout. Qu'est-ce qui t'a donné un petit peu cette envie? Pourquoi tu t'es lancé? Alors que tu avais déjà, il y a déjà énormément de choses à faire dans la DeFi. T'as décidé de le partager. Pourquoi exactement? Je sais pas, ça me passionne et je trouve que c'est quand même quelque chose qui est compliqué, la DeFi. Ouais, bien sûr. Donc, au début, j'ai galéré, comme tout le monde. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire du contenu pour peut-être aider un petit peu de gens à mon échelle.
Et ça fait longtemps que je fais des vidéos. Du coup, pour moi, c'était presque naturel de passer le pas. Je suis sur YouTube depuis 2012. J'ai jamais eu de grosses chaînes YouTube ou quoi, mais j'ai toujours été, été sur la plateforme. Ouais, parce que on va sûrement y revenir par la suite, mais c'est vrai que en fouillant un peu, et même tu m'en avais déjà parlé, que voilà, tu as fait beaucoup de contenu sur les réseaux, et notamment, si je me trompe pas, plus niveau gaming, c'est ça? Ouais. Ok, ok. Et encore avant, j'ai d'autres anecdotes, mais je sais pas si je les dévoile là ou si je les garde pour plus tard, parce que Alors, on va les garder il pour avoir un y a petit peu de du watch time. caviar. Hein. Allez, on va rester attentif comme ça, on verra ça par la suite. Mais du coup, comme je l'ai dit dans l'intro, toi, tu es vraiment spécialisé dans la DeFi et tout ce qui l'englobe, on va dire. Ouais. Pour quelqu'un qui est novice, qui comprendrait pas vraiment tous ces termes-là, comment tu t'y prendrais pour expliquer de la manière la plus simple la DeFi? Pour moi, en gros, c'est un peu l'art de faire fructifier ses cryptos. Vraiment, ça Ok. va pas plus loin, quoi. C'est déposer ses cryptos sur des protocoles pour essayer d'avoir plus de cryptos, que ce soit via des airdrops, du farming ou quoi, peu importe. Mais tout ça, c'est ce qui englobe la DeFi. Après, il y a d'autres aspects, mais en tout cas, c'est ce qui m'intéresse le plus, moi. Ok, bah écoute, c'est top, c'est parfait. Et pourquoi est-ce que tu as vraiment décidé de te mettre dans cette sous-niche? Parce que les cryptos, c'est déjà une niche. Alors la DeFi, qui peut paraître aussi complexe pour les débutants, pourquoi tu as décidé de vraiment te focaliser là-dessus? Tu vois les jeux un peu type idle, clicker, etc. Ouais, J'ai ouais, un ouais. peu, bon, c'est peut-être pas une bonne chose, mais des fois j'ai l'impression d'avoir un peu le même feeling quand je cherche des protocoles sur lesquels farmer, sur la DeFi, etc. Il y a un peu cet aspect de jeu, d'essayer de toujours monter le plus possible. Et du coup, j'aime bien cet aspect. Et je sais pas, ça me passionne. J'aime bien l'univers de la DeFi en général. Ouais, Il y a toujours, tu ouais, ok, t'ennuies je vois bien. jamais. Ouais, t'es toujours en train de fouiller pour trouver un petit protocole, un petit truc où tu peux avoir Toujours, du rendement. toujours. Ouais, je reviens. Écoute, c'est parfait. Également, en ce moment, enfin, durant les derniers mois surtout, il y a eu une grosse narrative autour des airdrops et c'est une narrative aussi que tu as bien couverte sur tes réseaux. Mm. Est-ce que toi, pour déjà avoir un avis global, est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qui a été positif, on va dire, pour les cryptos, toute cette hype au niveau des airdrops et voilà un petit peu ton avis là-dessus, quoi. C'est comme toutes les hypes, hein. Il y a du bon, il y a du mauvais à en retenir. Ouais, Mais ouais, il y a quand même eu pas mal de choses, hein, pas mal de choses sympathiques. Après, il y a les côtés pervers un peu du chasseur d'airdrop, enfin de la chasse aux airdrops qui se passe en ce moment. C'est que les projets, ils essayent le plus possible de soutirer de la valeur aux utilisateurs. Tu sens que c'est plus les utilisateurs qui farment des airdrops, c'est ouais, les airdrops qui farment les utilisateurs en ce moment. ouais, ça. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que dans n'importe quel hype, il y a ceux qui sont early qui arrivent vraiment à être au bon moment et donc à avoir Mm. vraiment beaucoup de potentiel au niveau d'airdrop. Et puis maintenant, c'est sûr que ça s'est beaucoup transformé. Et beaucoup de projets font ça juste pour la com. Parfois, ils la réussissent, parfois pas. Et voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, je sais bien que je pense qu'il y a encore des opportunités. Sur tes réseaux, tu montres pas mal de choses à regarder et du coup des points importants parce qu'il y en a qui partent un peu dans tous les sens et qui vont farmer voilà tous les airdrops possibles. Voilà, si tu peux nous faire un petit résumé de par exemple 3 points clés que tu regardes pour savoir si un airdrop est prometteur ou non. Attends, là tout de suite, bah, déjà, il y a un truc évident que je regarde à chaque fois, c'est si le projet il a levé des fonds ou pas. Parce que Ok. on lance pas un airdrop de rien. Alors ça arrive, il y a deux trois projets qui ont réussi à lancer un airdrop de Mhm. rien entre guillemets, mais ça se fait pas facilement. Donc c'est toujours une plus-value quand il y a un projet qui a levé des fonds, qui a des investisseurs derrière qui peuvent mettre des billets dessus. Parce que même si on le voit comme de l'argent gratuit tomber du ciel, bah, ça coûte de l'argent de faire tout ça, le listing sur les exchanges, etc. Ensuite, il faut trouver des Mhm. partenaires. Bref, c'est compliqué. Donc lever de fonds, c'est pas le critère primordial, mais c'est quand même une bonne plus-value. Ensuite, bah, faut qu'il y ait du monde sur le protocole parce que si tu farmes un truc où tu es tout seul, déjà c'est risqué parce que s'il y a personne sur le protocole, ça veut dire que les gens s'y intéressent pas, il y a peut-être des trucs qui vont pas. Donc ouais, faut qu'il y ait de l'argent déposé dessus, des utilisateurs. Et je dirais que c'est un bonus, mais c'est vrai que quand il y a une hype en ce moment sur le marché, si le projet il est un peu dans ce cœur-là, dans cette narrative, ça peut aider. J'ai pas d'exemple qui me viennent tout de suite en tête. Bah si, Jito, par exemple, sur Solana, Mhm. il y a eu tout le bear market où Solana a pris super cher. Et quand Jito est arrivé, ça a plutôt bien marché pour le token, pour le protocole. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça qui a lancé la hype sur Solana. Hein, parce que les gens, ils s'étaient Ouais. endormis et d'un coup, on a un airdrop qui sort de nulle part.
t'as des personnes qui touchent des sommes à 4-5 chiffres. Ça avait réveillé un peu Ouais. l'écosystème à l'époque. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que voilà, il y a des projets comme ça qui font un peu bouger les choses. Mm. Maintenant, du coup, toi, il me semble que tu as un tableau collaboratif où Ouais. enfin collaboratif, je sais pas si c'est comme ça que tu l'appelles vraiment, mais c'est en gros tableau où tu recenses un petit peu tous les airdrops qui vont arriver, qui ont déjà lieu, etc. Et où les gens peuvent mettre, je pense, des commentaires, il me semble. Du coup, ben, déjà, si vous voulez aller le retrouver, n'hésitez pas. Je mettrai tous tes liens en description. Et, euh, et voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu le but de ce tableau, et parce que je trouve que c'est vraiment un truc très intéressant où bah, ça permet aux gens vraiment d'avoir voilà, quelque chose avec beaucoup de data, savoir si le projet est vraiment qualitatif ou pas. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce tableau? Ouais, alors, le tableau, il y a un background quand même à raconter. C'est que de Ok, base, j'avais fait une grosse série de vidéos sur ma chaîne principale où j'avais présenté 100 airdrops à farmer ou pas, parce que bah, c'est bien de. On parle tout le temps des airdrops à farmer, mais il y en a aussi à éviter. Et ouais, du bien coup, sûr. j'avais envie de faire ça. Et je me suis dit, ouais, c'est bien, j'ai présenté pas mal d'airdrops, mais le souci, c'est que c'est une vidéo. Et tu vois, c'est figé dans le temps, je pourrais pas mettre à jour la vidéo. Donc, après avoir fait cette trilogie, je me suis dit, oh, ça peut être trop bien de faire un tableur parce que du coup je peux le mettre à jour, je peux le faire évoluer, il peut même y avoir un aspect de collaboration. Et Mhm. alors j'aurais pu faire un site sur Notion et compagnie, mais c'est pas des outils que je maîtrise de trop. Le tableur ça va, je maîtrise bien, c'est assez accessible je trouve. Et du coup ouais, j'ai fait un outil sur lequel je liste plein d'airdrops potentiels, donc ça va être des projets qui n'ont pas de token, etc. Peut-être qu'à terme ça mutera un petit peu parce qu'on voit beaucoup de projets qui se mettent à faire des saisons 2, etc. Donc peut-être que, je sais pas, je rajouterai des projets qui ont déjà un token, mais sur lequel on peut essayer d'avoir une vague 2 d'airdrop. Bref, ça évolue en permanence. Il y a aussi un répertoire des airdrops qui sont tombés, qu'on peut encore réclamer, parce que des fois, on farme des trucs, on farme trop de trucs et on se rend pas compte qu'on est éligible quelque part. Donc ça peut être bien d'avoir un endroit qui répertorie tout ça. On a une hype aussi avec des mêmes coins qui tombaient. Donc j'ai essayé de répertorier le plus de trucs possible sans aller dans l'excès non plus. Parce que ouais, si je veux, je peux essayer de trouver 1000 projets qui n'ont pas de token, mais c'est un peu absurde. Faut quand même filtrer un minimum. Donc je fais mes recherches de mon côté, j'essaye d'étoffer le plus possible le tableur, et les gens ils peuvent venir mettre des remarques, des commentaires, ou des projets, des hypothèses, des projets qui peuvent être sympas, et j'ajoute tout ça, j'essaye de le mettre à jour le plus souvent, quasiment tous les jours. Ok. Bah écoute, c'est super cool comme projet. Et bah, est-ce que tu peux nous révéler deux, trois projets que tu regardes actuellement qui sont assez prometteurs? Euh, Est-ce que tu en as comme ça sous la main? Si tu n'en as pas, c'est pas grave, hein, mais... Là, tout de suite, il y a des trucs que je trouve sous-cotés. Après, peut-être que je me trompe ou peut-être que c'est un peu trop tard ou quoi, mais il y a toute la narrative autour de la finance décentralisée sur Bitcoin, etc. Et Ok, il y a une blockchain qui est sur ce créneau-là depuis un petit moment, c'est Stacks. Et il n'y a pas trop de protocoles sur cet écosystème. Donc c'est relativement facile d'aller tout farmer, et je trouve que ça passe un petit peu inaperçu. Pourtant ils ont des fonds, il y a de la trésorerie et tout, donc je sais pas, Stacks, il y a peut-être deux trois trucs je pense de ce côté-là. Filecoin aussi, il y a quelques protocoles, mais bon, c'est euh, c'est un peu plus obscur la DeFi sur Filecoin. ok. Bah écoute, les gens auront qu'à aller voir pour faire leurs recherches d'eux-mêmes, quoi. Et d'ailleurs, tout ce qui est niveau airdrop, bah, bien sûr, la phase importante, c'est au niveau du farming. Euh, on a vu aussi passer, je sais pas si c'est encore beaucoup le cas actuellement, je t'avoue que je suis pas spécialement, Mhm. mais tout ce qui est bot de farming, notamment Ah. des bots Telegram et tout, les fameux, c'est sûr que ça peut un petit peu, voilà, donner envie aux débutants qui, ça paraît simple, comme ça paraît être de l'argent facile. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et d'ailleurs, est-ce que c'est toujours beaucoup utilisé actuellement ou ça s'est un peu essoufflé? Alors, moi, je précise un truc, c'est que j'ai vu le truc apparaître un peu, les bots d'airdrop, etc. Mhm. J'ai pas particulièrement testé, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait, mais depuis que c'est apparu, je suis pas retourné voir comment ça a évolué, Ok, etc. Mais je pense quand même que c'est un peu un piège ce genre de bot. Déjà parce que ils vont faire des transactions qui sont très mécaniques, on va dire, très similaires. ouais. Et en ce moment, il y a ce sujet-là qui apparaît surtout avec Layer 0. Ils sont en ce moment en train de faire une chasse aux Sibylles. Donc les Sibylles, c'est ceux qui farment en multi-compte avec plusieurs wallets, Mhm. etc. Bon, c'est pas le gars random qui va farmer avec deux trois wallets, hein. Les Sibylles, c'est vraiment ceux qui vont farmer avec 10, 20, 50, 100, 1000 wallets, 10 000 wallets des fois. C'est assez fou, on se rend pas compte. C'est vraiment une industrie dans l'industrie.
Et ouais, les bots de farming, je pense que c'est une mauvaise idée. Après, j'ai pas de recul avec ça, j'ai pas spécialement essayé, donc je peux me gourer. Mais je vois pas en fait en quoi ça peut bien finir, quoi. Les transactions Ouais. sont pas naturelles. On peut se démerder avec quelques wallets si on a un bon suivi et tout. On peut se débrouiller, je pense, le faire manuellement. Après, bon, hein, peut-être qu'il y a des bons Ouais, bots. bah c'est sûr que comme tu le dis, tu vois, vu que c'est des actions qui sont assez similaires et que bah, les projets ils cherchent toujours à faire une chasse aux bots parce que bah, voilà c'est pas le but d'aller farmer Mm. avec 1000 wallets différents. C'est vrai que ça paraît un peu compliqué d'avoir quelque chose qui tient la route. Maintenant voilà, comme tu le dis, peut-être qu'il y a des projets qui sont bien passés via des airdrops, il y en a sûrement eu, mais je sais pas si c'est la majorité et surtout que bah, en point essentiel, on l'a pas forcément précisé, mais dans l'airdrop c'est surtout bah, les frais. Parce que ben, Ouais, l'airdrop, le but en soi dans l'airdrop, c'est d'avoir des récompenses de tokens gratuites qui sont plus élevées que les frais que tu as mis à la base, quoi. Euh, exactement. donc c'est vrai que si par exemple si c'est sur la blockchain Ethereum, voilà, bon, à mon avis, je sais pas s'il y a encore beaucoup d'airdrops sur la blockchain Ethereum. Oui, il se passe des trucs, Ouais, mais c'est ok, vrai qu'en ce moment, c'est quand même délié sur plus d'écosystèmes où les frais sont plus ouais, abordables quand même. Et les ouais, bots aussi, ils étaient beaucoup focus sur Layer 0 Zcasing par exemple, et ça, on peut pas mhm, encore avoir les retours parce que les tokens, ils sont pas ouais, encore ouais, c'est vrai. tombés, mais ça devrait pas tarder. Normalement, ça tombe au cours du mois de juin. Donc on aura peut-être bientôt du recul sur les bots si c'était une bonne idée d'en faire tourner ou pas, mais à mon avis, non, je suis pas Ok, convaincu. ok. T'as bien farmé ces airdrops là de Zcasing qui est Layer 0 ou tu penses être bien ou voilà, Alors, t'as pas forcément tout joué. Layer 0, je l'ai bien farmé, mais pas directement. Comme je bridge souvent et que Layer 0, le cœur du truc, Mhm. c'est de bridger, d'envoyer des cryptos d'une blockchain Ouais. à l'autre, etc. Je pense que je suis bien. Franchement, je pense que je me mets bien sur Layer 0. ZK-Sync, ZK-Sync, il y a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où j'étais un peu actif sur l'écosystème, mais c'était quand même long. Il se passe pas grand-chose sur ZK-Sync. Donc, je dirais que c'est modéré. Je vais pas tant farmer que ça, mais je suis pas du tout dans ceux qui l'ont moins le farmé, à mon avis. Hein. À mon avis, je dois être pas mal non plus, mais non, pas plus Ouais. que ça. Pas plus que ça. Mais comme d'habitude, quand je farme des airdrops, j'essaye de faire des actions, des vraies actions, des choses Ouais. intéressantes. J'essaye pas Qui te juste de servent quoi. farmer pour farmer, quoi. Ouais, ouais, bah, je comprends bien. En vrai, c'est clairement le moyen d'optimiser pour pas que ça coûte non plus trop de frais et de dépenser Exactement. pour rien à minter des trucs ou à échanger. Ok, bah écoute, c'est nickel. Et par rapport au airdrop que tu as fait, parce que je sais que tu en as eu quand même pas mal, c'est Mhm. quoi les plus beaux airdrops que tu as pu toucher? Ah, il y en a plusieurs. Il y a Wormhole il y a pas très longtemps. Après, Ok. j'avoue qu'il y a une partie des tokens que j'ai pas vendu et le token il s'est fait défoncer depuis qu'il est lancé. Donc bon, c'est comme ça, c'est le jeu aussi. Ouais. Il y a Arbitrum qui était pas trop mal non plus l'an dernier. J'ai même un doute. Non, c'était 2023, c'était pas 2022. Optimism, j'ai les boules parce que je suis pas passé loin. Et il y a Maverick. Maverick aussi qui m'a beaucoup étonné. C'est un truc que j'avais pas vraiment pas farmé. Et c'est tombé d'un coup, grosse surprise. Ça m'a fait plaisir. Ok, ok, bah écoute, Je c'est dirais ouais. parfait. Wormhole Arbitrum surtout. Hein. En soi, actuellement, par rapport à tous les airdrops que tu as farmés, tu penses être rentable au niveau de tout ce que tu as fait ou ouais. Oui, largement, largement. Ouais, ok, ok. Bah écoute, c'est le principal parce que il y a certaines personnes qui y vont un petit peu sans réelle stratégie et qui du coup ne sont pas rentables. Est-ce que tu penses aussi que c'est quelque chose où on peut se mettre à temps plein et voilà, c'est un peu le mythe, tu vois, de se mettre à temps plein sur les airdrops et de gagner des cryptos gratuitement comme ça pour faire un salaire, tu vois. Est-ce que c'est possible ou pas? Techniquement, oui, c'est possible, mais honnêtement, ça, c'est pas une activité que tu peux faire en France typiquement, parce que Ouais, pour aller déclarer ça, etc., ouais, bon, tu peux partir du principe que c'est 100% de la plus-value, tout ça, mais bon, il y a d'autres trucs qui rentrent en compte dans l'équation du style, ouais, mais t'as fait beaucoup de transactions, c'est une activité ouais, principale, est-ce qu'il faudrait pas la déclarer comme une entreprise? C'est compliqué de ce côté-là, donc moi, j'en profite tant qu'il n'y a pas d'imposition quand tu passes de crypto à crypto, bah en fait, je garde mes airdrops et au pire, je les convertis en stablecoin et je sors pas en euros. Mais sinon, techniquement, il y a moyen d'avoir des revenus, on va dire, réguliers avec la chasse aux airdrops, mais ouais, ça demande beaucoup de temps. Il faut vraiment être à temps plein limite pour ça, pour que ça marche bien en tout cas. Et ouais, la France, ça va être difficile aussi niveau réglementation quoi. législation, c'est Ouais, c'est compliqué. ça. Ouais, bah oui, c'est sûr qu'il faut prendre tous les points en compte et il y en a qui oublient souvent la case impôt et puis Mhm. administratif et tout. Mais c'est vrai que lorsque tu dois déclarer toutes les transactions que tu as fait,
ça peut être une bonne galère. Maintenant, si on dézoome un peu et qu'on revient plus à la DeFi, la DeFi, c'est vrai que ça reste compliqué pour les débutants et c'est compliqué d'avoir une adoption sur la finance décentralisée parce que c'est assez complexe. On voit plusieurs types de possibilités afin de simplifier ça aujourd'hui. Pour toi, c'est quoi un peu les points qui seraient importants pour arriver à une adoption plus globale de la DeFi? C'est vraiment au niveau de l'accessibilité. Déjà, il y a quand même un gros step qui a été passé depuis que j'ai commencé à toucher à la DeFi et aujourd'hui, tu sens que l'expérience utilisateur, c'est plus du tout la même. On a des outils qui sont beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup plus safe aussi, on pourrait dire. Parce que il y a souvent cet exemple et tout dans la DeFi, mais MetaMask, ça fait des années qu'ils ont le monopole, ils sont jamais trop mis à jour et du coup maintenant on a des solutions qui sont 1000 fois plus efficaces. Rabi, etc. Ouais. Puis même MetaMask, c'est pas tous les écosystèmes, donc il y a aussi chaque écosystème qui a son truc. T'as Starknet par exemple qui essaye d'implémenter des doubles authentifications, etc. pour apporter de la sécurité, mais de manière plus Web 2. Mais pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Il faut encore le wallet, l'acid phrase. Bon, il y a de l'account abstraction, il y a des trucs qui te permettent de te passer de clés privées, mais c'est encore peu connu, peu mis sur le devant de la scène, mais ça avance. Ces outils se construisent, il faut juste laisser le temps, quoi. Mais c'est ce qui manque le plus sur la DeFi, c'est l'accessibilité. Après, si on parle d'accessibilité, en vrai, quand tu regardes la finance tradi, ouvrir un PEA, etc., c'est pas non plus si facile que ça. Ouais. Et du coup, pour toi, tu dis, ça sera sûrement avec le temps, ça va se résoudre ce genre de problème. Tu penses qu'une échelle de combien d'années environ avant qu'on ait vraiment une accessibilité qui soit beaucoup plus simple pour les nouveaux utilisateurs? Franchement, ça pourrait déjà se passer dans 2-3 ans max, hein, parce qu'il y a déjà Coinbase, plein de projets qui développent des solutions et il y a déjà des résultats. Tu sens que ça a besoin d'être peaufiné un petit peu, mais il y a déjà des résultats. Je suis persuadé que dans 2-3 ans, déjà l'expérience DeFi sera complètement différente d'aujourd'hui, ou en tout cas bien différente. Ouais, je me doute. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure au niveau des outils, notamment par exemple Rabi Wallet, parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui présente des outils pour analyser une crypto. J'ai aussi présenté dans cette vidéo par exemple DeFi Lama que je sais que tu utilises aussi beaucoup, qui est très intéressant. Beaucoup de trucs, hein. DeFi Lama, c'est la bible de la DeFi. Hein. Ouais, clairement, c'est trop bien. Et ce que je trouve, ce qui est bien aussi, c'est que quand tu arrives, bon, oui, il y a beaucoup de trucs dans tous les sens de catégories et tout, mais tu peux quand même, en tant que débutant, arriver à comprendre les datas les plus importantes. Et puis plus tu avances, plus tu arrives à voir encore plus de data. Et donc, ça convient aux débutants comme aux avancés, quoi. Donc ça, c'est vraiment super bien. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, comme starter pack d'outils, on va dire, pour commencer dans la DeFi et pour vraiment toucher un peu à tout? C'est quoi les outils les plus importants? Alors, pour moi, il y a une certaine trinité d'outils. Le premier, ça va être le tracker de wallet. Alors, ça, en général, les gens ils vont utiliser D-Bank, mais le souci de D-Bank, c'est que EVM. Donc, si tu fais des choses sur Solana, sur Bitcoin ou autre, tu vas pas pouvoir le tracker. Donc, il y a plusieurs sites qui existent sur chaque écosystème, mais le plus simple pour fédérer vraiment tous les écosystèmes, c'est d'avoir pour l'instant un tracker manuel. J'espère aussi que de ce côté-là, il y aura des solutions sur plus d'écosystèmes, mais ça apparaît avec le temps. Hein. S'il y a quelque chose qui est très jeune, forcément, ils vont pas penser à implémenter tout de suite un outil pour tout traquer comme il faut. Mais ça vient avec le temps, avec les blockchains, etc. Premier outil, du coup, traquer ses portefeuilles, c'est important. Avant ça compte pas, mais c'est bonus. Utiliser des bons portefeuilles aussi, donc Rabi, etc. Deuxième outil, je dirais CoinGecko, parce que c'est hyper bien pour suivre les cryptos, etc. Et ils ont même une intégration, ils ont CoinGecko Terminal, ça permet de voir aussi les tokens sur la DeFi. Donc c'est assez complet de ce côté-là, parce que souvent, les gens, ils n'ont pas juste du Bitcoin ou des stablecoins dans leur portefeuille. Donc ça peut être bien d'utiliser un site pour suivre tout ça. Et moi, je préfère CoinGecko à CoinMarketCap. Voilà, il y a vraiment... Il y a ceux qui préfèrent CoinGecko, ceux qui préfèrent CMC. Moi, CoinGecko. Après, il me semble que tu en avais déjà parlé, mais tu préfères CoinGecko surtout pour plus la transparence et les données, parce que si je me trompe pas, CoinMarketCap, ils ont un lien assez fort avec Binance, si je me trompe pas. Ils ont été rachetés par Binance carrément. Ouais. Donc, CoinGecko, je pense qu'ils sont un chouïa plus transparents. C'est-à-dire CoinMarketCap, en gros, s'ils peuvent avantager Binance sur un point, par exemple, ils vont pas hésiter, quoi, à mon avis.
Ouais, ouais. Et également pour les trackers de portfolio, euh, vu que tu disais qu'il n'y en avait pas qui existaient, qui rassemblaient tout, ce qui est vrai quand on regarde certaines blockchains, si on va un peu plus profond dans la DeFi. Ouais. Maintenant, je sais pas si tu utilises Finari. Bon, c'est beaucoup plus global, c'est pas vraiment pour la DeFi et la plupart des blockchains n'y sont pas. Enfin, il y a sûrement Ethereum, Solana, des petites blockchains, mais il n'y a pas, voilà, il y a pas toutes les blockchains non plus. Tu penses que des outils comme ça, c'est vraiment important pour pouvoir suivre ces investissements et du coup savoir si, voilà, si ta crypto, elle fait des bons résultats ou pas. C'est primordial. C'est même pas pour Ouais. savoir si ta crypto elle fait des bons résultats, mais Oui. quand tu commences à farmer sur la DeFi, tu fais allez, je vais déposer des cryptos par-ci. Oh, il y a ça Ouais. aussi qui est sympa. Et si tu le suis pas un minimum, des fois tu oublies que tu as déposé des cryptos quelque part. Ouais. Alors pour certains, c'est pas mal, ça leur permet de hold sans le savoir. Il y a des Ouais, fois, c'est sûr. ça m'est arrivé 2 3 fois de retomber sur un truc que j'avais oublié. Je me suis dit ah bah mince, j'avais laissé ça là. Bon, par contre, il n'y a pas de bonne histoire. À chaque fois, c'est des tokens soit qui se sont pété la gueule ou quoi. Ça m'arrive jamais de retrouver un truc qui a pris x100 depuis que je l'ai oublié. Ah, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ouais, et d'ailleurs, ben, ça a été quoi un peu ta pire erreur dans la DeFi? Genre, quelque chose, peut-être quand tu étais débutant, t'as perdu des trucs ou voilà, des moves qui t'ont fait envoyer des cryptos sur un mauvais réseau, voilà, ce genre de choses. Est-ce que tu en as eu quelqu'un en tête là? J'en ai quelques-uns en tête. En vrai, je sais pas si j'ai de pires erreurs. J'ai fait quand même 2 3 trucs un peu débiles, mais c'est pas non plus si grave que ça. Ok. J'avais utilisé un bridge un moment. En plus, il y a encore la vidéo sur YouTube et tout. Je faisais une série de vidéos où je tenais un portefeuille et je m'étais au courant de ce que je faisais sur le portefeuille. Et à un moment, je bridge vers une mauvaise blockchain. Et du coup, mes fonds ils sont bloqués, ils sont perdus sur la blockchain à tout jamais, a priori. Voilà, 1000 balles, Ok. au Ah ouais, revoir. 1000 balles. Ouais. Ben, c'est pas le Ouais. pire, hein. Après, je sais pas si t'as des questions sur les hacks, tout ça, si on va en parler. Ouais, ben justement, moi j'allais te dire une erreur perso que j'ai fait, bah, c'était un bon hack au dernier bull run où j'ai perdu bah, une somme à 5 chiffres quoi. Aïe. Ouais, ça fait mal. Et en plus le pire c'était que j'allais recevoir ma ledger que j'ai ici, genre 3 jours après quoi. Je l'avais commandé, elle arrivait 3 jours après. Ah, c'est Et cool. bah, voilà, j'étais encore un peu tu vois débutant et enfin je savais que c'était important, mais j'avais retardé le truc tu vois. Et donc Ouais. voilà, je me suis. Mais en plus c'était un hack, ouais un peu tout en fait. C'était genre MetaMask, Binance et tout. Quel plaisir. Ah, Même si j'ai mince. mis des 2FA, je pense que c'était avec les cookies de connexion et tout. Enfin bref, même si on met des 2FA, on n'est pas 100% sécurisé non plus. Hmm. Enfin, en gros, si tu veux, pour t'expliquer, il avait hacké mon compte Binance, je pense, avec mes cookies de connexion. Ouais. Mais du coup, bah, il pouvait pas faire de retrait parce que là, il fallait le 2FA. Et du coup, bah, en fait, il a niqué ma thune dans des NFT de merde. Et du coup, ça valait plus rien, tu vois. Genre, il a vraiment voulu me Ah, il baiser, a quoi. juste voulu te nuire, quoi, c'est horrible. Ouais, vraiment, vraiment. Il s'est dit, ok, je sais plus où, j'avais pas énormément sur Binance, mais Il a acheté les enfin NFT de bref. la Poste. Ah, ça, je Même suis sûr pas, qu'il y a c'était. personne qui s'en souvient. La Poste qui avait fait des Ah ouais, collections de NFT sur Binance, là. ouais, je m'en souviens, ouais. Ouais, ah putain. Non, bah c'est sûr que les hacks, tu vois, je pense que quand t'es débutant, ça arrive à beaucoup de gens. T'as pas d'office sous les bons réflexes. Toi, je sais pas si t'en as eu parce que du coup, tu me parlais de ça avant. Ah, tu peux avoir des bons réflexes, des fois, t'as pas de chance, hein. Après, Bah ouais, même quand tu sais bien utiliser certains outils, ça peut arriver de faire une fausse manip. Tu vois, j'ai perdu 1000 ouais. balles bêtement sur un bridge, par exemple. Mhm. Après, je me suis jamais fait drainer de wallet ou quoi que ce soit. Sur ça, je fais Ok, attention. Il y a beaucoup d'histoires de gens qui cliquent sur un lien et ils perdent tout ce qu'ils avaient sur leur portefeuille. Ça, c'est plus de l'hygiène numérique que ouais, c'est du ça. savoir-faire ou quoi que ce soit sur la DeFi. Faut juste faire attention sur les liens sur lesquels vous cliquez. Quand il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour vous parler d'argent, pour faire des promesses, faut faire super attention. Quand on vous envoie des liens, faites gaffe. Il y a des outils pour vérifier si des liens ils sont fallacieux ou pas. Je pense à Scamdoc par exemple. Vous mettez un lien dessus, il va vous analyser le site. Bon, alors des fois, vous mettez des vrais protocoles DeFi légitimes, ça donne des mauvais scores, mais ça peut quand même aider. Ensuite, ouais, non, il y a des extensions aussi qui bloquent les scams. Pocket Universe. Ah, ça, je suis obligé. Parce que j'avais donné que 2 outils sur les 3 là. Pocket Ok, ok, Universe, je pense, c'est le ok. troisième qui peut être pas mal. Parce que Je ça le bloque note. les sites frauduleux. Ça peut simuler les transactions pour ceux qui utilisent MetaMask. Même sur X, ça bloque les comptes frauduleux, etc. Enfin, c'est vraiment un outil qui protège les utilisateurs. Et je pense, si vous utilisez un minimum la DeFi, c'est limite une erreur de pas avoir ce genre d'outil. C'est comme partir à la guerre sans protection, quoi. C'est pas une bonne idée.
Ouais, c'est Mais sûr. Et du coup, toi, non, de ton côté, est-ce que tu as eu des hacks du coup, de précis mon ou... côté, je me suis déjà fait, j'ai déjà subi des hacks. Donc, j'avais Ok. déposé des cryptos sur un protocole, le protocole s'est fait hacker, ou rug pull, les gars sont barrés avec la caisse. J'en ai pas eu tant que ça, heureusement. Et le plus gros, c'était à 4 chiffres. Donc, ça pique quand même, ça fait mal. Mais Ouais. encore une fois, ça, j'ai documenté sur la chaîne YouTube, puisque il y avait un protocole sur lequel j'avais déposé un peu plus de 1000 balles aussi, et rug pull sur Zcasing en plus. Donc, Zcasing, si j'ai Ouais. l'airdrop, peut-être que ça pourra couvrir le rug pull que j'ai eu à l'époque, qui sait. Ouais, on espère. Bah après, c'est vrai que, genre, je pense que tu fais quand même attention à tout ça, mais également avoir une bonne stratégie qu'on pourrait appeler en trading du money management, mais du coup de toujours bah, mettre des petites parties, enfin seulement un petit pourcentage de son capital dans des projets, surtout qui ont des petits market cap, tu connais pas trop la team et tout. Ça peut être intéressant pour les rendements, mais c'est sûr qu'il C'est faut pas clair. venir mettre une grosse partie de son portefeuille, quoi. Ouais. Quand t'as pas trop confiance en un protocole, faut clairement pas mettre une grosse partie de son portefeuille. Et quand tu commences à avoir un portefeuille conséquent, c'est même le cas pour tous les protocoles au final, hein. Vaut mieux pas trop se diversifier. Mais après, oui, il y a des gens qui ont 1000 balles, 2000 balles. C'est difficile de leur dire de mettre 10% par-ci, 10% par-là, parce que ça fait pas beaucoup. Mais faites très attention, prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous faites. En tout cas, on sait jamais. Sinon, un autre sujet, enfin, on reste dans la DeFi, mais on s'éloigne un petit peu de tout ça. Au niveau de Bitcoin, on voit ces derniers Ouais. mois un petit peu la DeFi arriver avec par exemple les NFT, les ordinals et tout. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est positif pour Bitcoin ou ça va plus nuire au fait que ça doit être une réserve de valeur et il faut rester dans ce cadre-là? Il y a beaucoup de débats sur ça. Moi, je trouve que Ouais, c'est une très bonne chose pour Bitcoin parce que ok. il y avait un souci à long terme sur BTC, c'est que dans l'état des choses, s'il n'y a pas de transactions sur le réseau Bitcoin, ben les mineurs, ils vont pas Mhm. s'embêter à miner gratuitement, enfin à faire tourner des machines pour rien avoir en retour. Parce qu'avec le phénomène des halvings, on dit qu'il y aura plus de nouveaux Bitcoin en 2140, mais le problème, il sera là bien avant, parce que il y a un halving tous les 4 ans, c'est divisé par 2, etc. Mais pour qu'il y ait 0 Bitcoin d'émis, il faut qu'avant, il y en ait quelques Satoshi, et ça vaut que dalle, quelques Satoshi par bloc. Donc déjà, dans, allez, 2-3 halvings, ça va commencer à être un gros problème, les récompenses, ça va être trop faible pour sécuriser, enfin, pour avoir assez de gens qui sécurisent le réseau. Donc il faut qu'il y ait les frais qu'il y a sur les transactions sur le réseau Bitcoin qui viennent équilibrer un petit peu la balance, on va dire. Ou alors, pourrait y avoir aussi le côté technologique, avoir des mineurs qui ont une puissance de fou furieux et qui consomment que dalle. Peut-être que ça peut arriver aussi, il y a de l'évolution aussi de ce côté-là, mais bon, c'est quand même un gros enjeu les frais. Et je pense que Ordinals, les runes et compagnie, c'est une bonne chose pour Bitcoin. Après, c'est comme tout, hein, il y a des dérives partout, etc. Il y a un côté très spéculatif, mais je pense qu'à long terme, c'est une bonne chose pour le réseau Bitcoin. Il faut justement qu'il y ait des choses qui se développent dessus. Parce que même si ça a beaucoup cette image de Bitcoin, c'est un petit peu le truc qui bouge pas. En vrai, il faut que ça bouge quand même un tout petit peu pour tout simplement pour garder une économie pérenne, quoi. Ouais, bah en vrai, je te rejoins là-dessus parce que c'est sûr que, bah, comme tu le dis, tu vois, le problème avec le halving qui va diviser les récompenses par deux, même si c'est un avantage pour voilà, l'offre et la demande, Mm. bah, pour les mineurs, ça reste compliqué, quoi. Après, bon, il y a l'avis de certaines personnes qui diront que si le Bitcoin est à un certain prix, ça continuera à couvrir les frais des mineurs. Mais ça, c'est un scénario qui, je pense, est pas trop réaliste parce qu'il faudrait vraiment que le Bitcoin, je sais pas si tu as fait les calculs de ton côté, Il faudrait mais qu'il pour ait qu'en des valeurs 2132, stratosphériques, hein. ouais, c'est ça. Donc si on regarde rationnellement, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a aussi le Lightning Network Mm. qui permet du coup d'avoir des frais en moins, enfin des frais plus bas au niveau des transactions Bitcoin. À vrai dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont positifs par rapport à cette avancée technologique, mais je ne sais pas si toi, de ton côté, ce que tu en penses et si tu penses que c'est quelque chose qui va être bien pour le long terme, quoi. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, évidemment, pouvoir Ouais. permettre de faire des transactions à moindre frais. Après, c'est vrai qu'il y a quand même quelques problématiques avec Lightning Network. D'ailleurs, c'est le premier layer 2 de Bitcoin, techniquement, puisque Ouais. je ne sais plus exactement comment ça fonctionne dans les détails techniques, on va pas trop s'embêter avec ça, Ouais. mais en gros, c'est un réseau qui vient plus ou moins par-dessus, les transactions, elles sont faites un peu en parallèle. Je crois que ça fait des blocs de transactions en fait sur le Lightning Network et ensuite ça fait tout en une seule transaction en gros Ouais. sur le mainnet pour réduire les frais. C'est comme ça en gros que ça marche le Lightning Network. Donc oui, c'est une très bonne chose. Après, il y a un côté, c'est forcément moins décentralisé parce qu'il me semble qu'il faut des validateurs et tout de ce côté-là. Bref,
c'est compliqué. C'est un truc à part. Je trouve qu'il n'y a pas tant d'adoption que ça sur le Lightning Network aussi, parce qu'on en parle beaucoup, mais en réalité, il n'y Ouais, a pas c'est vrai. tant de gens que ça qui l'utilisent, ou en tout cas, pas dans notre sphère. C'est vrai que c'est plus utilisé, genre en Amérique du Sud, etc. Mais c'est très prometteur, c'est clair. Ouais, ouais. Bah pour reprendre une analogie qu'on reprend souvent pour le Lightning Network et pour tout ce qui est Layer 2, c'est comme si vous alliez dans un bar et on connaît, enfin, cette anecdote, elle est assez connue, mais que Ouais. bah, voilà, vous fassiez plein de transactions avec, pour acheter des verres, etc. Et qu'à la fin, bah, vous gardiez ce petit tableau que vous avez fait où vous avez toutes les transactions et que vous rassemblez ça sur la chaîne principale où vous allez dire, bah, voilà, au final, sur toutes les transactions, au lieu d'avoir fait 10 transactions, on note toute la soirée et à la fin de la soirée, on fait la compensation, combien je dois te donner en tout, quoi. Donc ça fait une transaction au lieu de 10 et ce qui permet de décongestionner et d'avoir des frais qui sont moins élevés. Maintenant, on va dézoomer un petit peu, je pense, pour voir déjà ce que tu en penses au niveau du proof of stake d'Ethereum, de son passage en proof of stake, parce que je sais que au début, j'ai l'impression que tout le monde voyait ça comme une bonne nouvelle et petit à petit, on commence à voir peut-être un petit peu les défauts et le problème sur le long terme. Toi, ton avis là-dessus, c'est lequel? J'ai pas de gros avis en vrai sur le proof of stake. Ok, C'est une évolution plutôt logique, je trouve, d'Ethereum, ok. parce que ils ont juste enfin trouvé un modèle serein, on va dire, sur leur inflation, etc. Parce que j'ai su ça rétrospectivement, j'étais pas là au début d'Ethereum, etc. Mais au tout début, c'était compliqué, hein, Ouais, c'était pas aussi facile que ça, il y avait beaucoup d'inflation, etc. Bref, c'est un gros sujet. Mais le proof of stake, je trouve que c'est une bonne chose. Après, oui, il y a les validateurs qui pourraient avoir une grosse part des Ethers et du coup avoir peut-être corrompre le réseau facilement. C'est compliqué, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a certains acteurs qui sont centralisés aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de validateurs qui soient sur des data centers d'Amazon, etc. En vrai, les utilisateurs, quand on regarde au global, ils s'en foutent si ouais, c'est centralisé à 10%, à 50%, à 80%. Donc je ne sais pas si c'est si grave qu'il y ait une petite part de centralisation dans le consensus d'Ethereum, honnêtement. Bon, chacun a ses considérations. Si les gens ils sont vraiment pro, il faut décentraliser à 100%, ils iront sur d'autres écosystèmes. Moi, ce qui ouais. m'intéresse surtout, c'est la DeFi. Donc, j'ai un compromis, on va dire, sur la décentralisation. Ça me va s'il n'y en a pas 100%, quoi. Donc on voit toujours ce trilemme de la blockchain avec la scalabilité, la décentralisation et la sécurité. Maintenant, dans les faits réels, voilà, on sait que la plupart des gens, ils aiment bien voir le petit trilemme qui tend vers la décentralisation, mais dans les faits, voilà, ça arrive pas souvent non plus. Il y a quand même beaucoup qui sont hébergés sur des serveurs cloud d'AWS ou des choses comme ça. Et en soi, je pense qu'on est obligé de passer par une phase où on n'est pas vraiment focus à 100% sur la décentralisation parce que on a besoin pour l'instant de la sécurité et de la scalabilité, peut-être plus que la décentralisation. Et je pense Mm. que c'est un point qui pourra venir par la suite. Mais c'est vrai qu'actuellement, moi j'ai cet avis-là de c'est pas trop grave si on délaisse un petit peu la décentralisation. Maintenant, voilà, allez, il y a des blockchains comme par exemple ou des cryptos comme Bitcoin qui, dans ce cas-là, oui, bon, c'est important, mais il y a d'autres cas où ça l'est peut-être moins. On a vu aussi avec ETH, j'ai l'impression que ça arrivait plus ou moins à ce moment-là, tout ce qui était restacking, le liquid stacking, je sais pas s'il est arrivé à ce moment-là ou un petit peu après. Euh, Le je liquid sais pas. staking, c'est le premier truc qui est arrivé sur Ok, Ethereum. Dès qu'il y avait les validateurs, l'idée, ouais, c'est bien, ouais, pour staker sur Ether, il fallait 32 Ethers. Donc, le liquid ouais, staking, ouais, c'est c'est ça. apparu pour éviter d'avoir besoin de 32 Ouais, Ethers, quoi. ouais, et du coup, c'est un peu le restacking qui est venu après. C'est ça. Ça, c'est arrivé plus récemment. En gros, le liquid staking, ça te permet de faire du staking, mais sans avoir les contraintes. T'as pas de validateur à faire tourner, à gérer de ton côté. Il y a souvent des minimums. T'as pas besoin d'avoir 32 Ethers, par exemple, sur Ethereum. Je crois Ouais, qu'Aptos, c'est un truc abusé du style ouais, 1 million de tokens. Je sais plus, hein, mais je crois que c'est vraiment abusé. Il faut énormément de tokens. Donc, t'es content quand on a juste une dizaine d'Aptos, par exemple, de pouvoir quand même avoir le rendement du staking sans pour autant avoir toutes les contraintes qui viennent avec. ouais, ouais. Et du coup, le restaking, si tu peux expliquer un petit peu, je pense que ce sera plus simple si tu l'expliques. Le restaking, c'est surtout Eigenlayer qui a popularisé ça, Ouais, mais maintenant on voit d'autres projets apparaître autour du restaking. Je crois qu'il y a Bounce etc. En gros, c'est staker des actifs pour pouvoir sécuriser des réseaux. Et pourquoi on appelle ça restaking? Parce que Eigenlayer, ils se sont focus autour des Ethers stakés, d'aller restaker des Ethereum pour valider d'autres réseaux. Je crois qu'il y a il y a plein de projets qui vont se lancer justement avec Eigenlayer pour sécuriser leur réseau.
c'est encore en phase de test tout ça, mais y a beaucoup de choses qui se bident de ce côté-là. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de spéculation autour de tout ça. Dans les faits, le restaking, c'est plus du farming d'airdrop. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de tangible, honnêtement. Ben voilà, on peut même parler de pas mal de sujets autour des narratifs qui sont un peu hype et voilà, où on peut surfer dessus. Il y a également l'IA où on parle beaucoup en ce moment, que ce soit surtout dans les cryptos plus en général, pas forcément dans la DeFi. En tout cas, j'ai pas l'impression. Maintenant, tu vas sûrement me dire le contraire. Mais c'est quoi ton avis là-dessus? Et tu penses que l'IA dans les cryptos, est-ce que ça apporte quelque chose de positif ou c'est encore trop tôt pour le dire? Je suis de l'école de dire que c'est trop tôt pour l'instant. Ok. À chaque fois qu'il y a une hype qui se lance, de toute façon, tu as plein de projets qui sont opportunistes, qui essayent d'aller dans le domaine, et du coup, tu sais pas lesquels vont rester sur le long terme. Donc pour l'instant, je trouve que c'est compliqué. Il y a beaucoup de trucs qui sont spéculés, etc. Et puis moi, c'est pas la narrative que je suis le plus. Donc je sais qu'il y a certains trucs comme Tao par exemple, tu peux Ouais. staker tes Tao. Donc il y a certains tokens qui ont quand même un petit aspect sur la DeFi. La DeFi, ça touche un peu tous les domaines à vrai dire Ouais, c'est sûr. dans la crypto. Mais ouais, sinon, non, je suis pas plus calé que ça. Mais en tout cas, je pense que c'est beaucoup de spéculation. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de choses inintéressantes à faire, hein. Mais ouais, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses très concrètes parmi tous les projets qui existent. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont pas durer dans le temps, honnêtement. Ok, ok. Et si on regarde un peu plus au niveau de toi, ton profil, est-ce que tu as du coup aussi un portefeuille plus investisseur où tu vas garder des cryptos peut-être plus pour le long terme en dehors de les cryptos avec lesquels tu vas essayer de générer des rendements? Mon portefeuille il est vraiment segmenté en deux utilisations. J'ai à peu près la Ok. moitié où c'est du Bitcoin, ça bouge pas. Bon, en réalité, j'en ai un tout petit peu sur de la DeFi pour emprunter des stabs par-dessus, mais voilà, ça changera pas grand-chose. La grosse majorité des BTC, ils bougent pas. Et tout le reste, tout ce que j'ai dans mon portefeuille, donc de l'Ether, des stables et quelques alts que j'aime bien, ça, c'est vraiment mon côté loisir. Je farm à fond avec tout ce que j'ai parce que j'estime que j'ai déjà mon enveloppe entre guillemets de sécurité. Donc, ça m'intéresse pas de garder aussi quelques Ethers ou quelques stables ou quelques alts sur mon wallet. Moi, j'aime bien justement l'aspect DeFi et je cherche plus maintenant à surperformer le marché ou quoi. J'essaye pas Ouais. de prouver quoi que ce soit. Moi, je me mets juste. J'aime beaucoup la DeFi. Je suis un peu passionné de ça. Donc, voilà, j'ai vraiment deux côtés. Côté investissement où il y a mes bitcoins, je sais que ça bougera pas, que c'est pas risqué, c'est sur Ledger, c'est en stockage à froid. Le reste, par contre, adviendra que pourra, hein. Ok, ok. Et donc, si on prend plus son portefeuille long terme Bitcoin, est-ce que Mhm. ton but c'est d'accumuler le plus de Bitcoin possible ou c'est simplement de garder une sécurité avec, voilà, avec ton nombre de Bitcoin que tu as actuellement? En vrai, c'est les deux, hein. Ça me permet Ok. d'avoir une certaine sécurité. Si jamais il y a un gros problème sur la DeFi ou quoi que ce soit, ou que je me fais hacker sur des protocoles, ça peut être bien de toujours avoir une partie de mon portefeuille qui bouge pas. Donc forcément, de ce côté-là, c'est pas mal. Et ouais, le but aussi, c'est quand même l'actif sur lequel j'ai la vision la plus long terme. Je pense que dans 10 ans, il n'y aura pas trop de soucis. Bitcoin, il devrait être encore là. La plupart des autres alts, c'est quand même Ouais. plus difficile de se projeter dessus. Même les stablecoins maintenant, hein, avec Ouais, ouais. la régulation MiCA en Europe et tout, USDT peut-être que, ou USDC, tout ça, peut-être il va se passer des choses, on verra bien. Ouais. Mm. Ouais, c'est sûr que si, enfin moi par exemple, si je dois miser à long terme, même Ethereum, tu vois, genre vraiment, genre pour moi il y a Bitcoin et puis je suis pas Bitcoin maximaliste, enfin en tout cas peut-être un petit peu sur les bords, mais pas vraiment à fond. Mais c'est sûr que à part le Bitcoin, il y a beaucoup de cryptos qui sont là sans réelle utilité, qui sont vraiment là plus pour la hype et c'est comme on le voit, enfin je pense que tu le sais bien, mais au niveau des précédents cycles et bull run. Il y a Mhm. très très peu de cryptos qui résistent à chaque fois à plusieurs cycles. Après, bon, l'historique il n'est pas énorme pour l'instant, on n'a que quelques cycles. Mais c'est vrai que quand tu regardes les cryptos qui étaient là au cycle d'avant, ce qu'elles font actuellement, c'est vraiment, elles Il y en a sous-performent le beaucoup marché, quoi. qui souffrent, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, dans cette idée-là de que Bitcoin pour le long terme, c'est vraiment une valeur refuge, c'est le cas de le dire. Mm. Tu penses que à terme, est-ce que les cryptos, je vais prendre les cryptos en général, même si je parle plus du Bitcoin actuellement, ça pourrait remplacer les monnaies fiat un jour? Alors là, j'en ai aucune idée, franchement. Mais moi, c'est quelque chose dont je m'en fiche, avec quoi je paye en fait dans la vie de tous les jours. Là, il s'avère qu'en Europe, c'est plus pratique de payer en euros. Je paye en euros, mais si demain je peux payer
Peut-être pas en Bitcoin, je préférerais payer en stablecoin parce que Ouais. j'ai pas envie de taper dans mes BTC, je préfère les garder long terme, à la limite emprunter par-dessus pour aller dépenser, mais ouais, non, je m'en fous un peu en fait de si je peux dépenser crypto, euro. Dans le Ok, principe, ok. Ok, bah c'est écoute, juste d'avoir la valeur la plus pratique en fait à dépenser. ouais. Ok, bah ça marche. Et bah, du coup, ce même sujet, on a aussi également entendu beaucoup parler de tout ce qui est Real World Asset. J'ai vu aussi que tu en avais parlé un petit peu sur ta chaîne. Est-ce que tu penses que c'est un sujet qui va de plus en plus se démocratiser dans les prochaines années? Parce que, bah, par exemple, l'immobilier, je pense par exemple à Realty qui fait bien ça, pouvoir investir, voilà. Dans une passerelle de terrain tokenisée et du coup bah, avoir vraiment la preuve sur la blockchain qu'on a cette partie de terrain, c'est quelque chose qui est vraiment avantageux. Est-ce que tu penses que ça va se démocratiser dans les prochaines années? Oui, mais il y a beaucoup trop de fausses croyances, je trouve, autour des Real World Assets, etc. Parce qu'en gros, les Real World Assets, c'est juste amener la finance traditionnelle sur la DeFi. Dans les gros lignes, quand Ouais, on grossit un peu le trait, c'est ça. oui. Et la finance traditionnelle, ben, en ce moment, c'est 5% d'intérêt sur des USD, quoi. Donc, est-ce que c'est si intéressant que ça à long terme? Je suis pas sûr. Je pense que c'est inévitable que ça va arriver. L'industrie financière, elle est tellement vétuste aujourd'hui, il faut bien qu'elle se mette un petit peu à jour. Donc je pense que ça va passer par là. Il y aura de la spéculation, des projets. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Hondo, de Pendle, etc. Pareil, c'est comme l'IA. Je passe un peu à côté de la hype. Il y a des choses dans le domaine, mais à long terme, je pense que ça va être comme ça. Ça va surtout amener les rendements de la finance tradi sur Mhm. la DeFi. Je suis pas convaincu que ce soit ultra intéressant à long terme. Après, c'est pas inintéressant non plus, hein. Ouais, Pareil, ouais. tu citais Realty, ceux qui avaient tout mis sur Realty pendant le bear market en 2022, ils sont plutôt contents. Il n'y a pas eu de souci du côté de Realty, ça a pris de la valeur. Bon, bah voilà, hein. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que ça a aussi cet avantage de pouvoir investir sans voilà, devoir acheter une maison complète. Tu vois, tu peux Hmm. vraiment fragmenter les parties terrain et bah, également avoir la preuve sur la blockchain, contrairement au monde traditionnel où c'est quand même plus complexe. Et oui, je pense, je te rejoins sur le fait que dans les prochaines années, à mon avis, ça va être bah, voilà, le système traditionnel sur la blockchain. Mais ça aura aussi pas mal d'avantages, comme je viens de le dire, que ce soit des plus petites parties terrain ou le fait de vérifier que ça t'appartient bien, quoi. On a également parlé plutôt du fait que tu avais un peu un passé de gamer, peut-être même, je pense même encore actuellement. Euh, Toujours. est-ce que, ouais, est-ce que le gaming, tu vois, dans la crypto, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup entendu parler. Maintenant, il n'y a jamais eu vraiment de jeux qui sont sortis du lot. En tout cas, j'ai pas l'impression, j'ai pas de nom vraiment Moi non précis. plus, hein. Est-ce que tu penses que ce qui manque, c'est vraiment d'avoir des développeurs des studios de développeurs, des studios de jeux vidéo plutôt, qui développent vraiment un gros jeu qui soit bah, en triple A comme on entend, ou un jeu qui soit vraiment possible pour tout le monde, enfin d'utiliser, qui soit vraiment beau esthétiquement sympa à utiliser, et qui soit sur la blockchain, ou alors le problème vient plus d'autre chose. Pour moi, le problème, c'est que pour l'instant, la blockchain, c'est juste pas fait pour le gaming, hein. Ok, Il y a beaucoup de gens qui sont à fond sur le gaming Web3, etc. ouais, Mais il faut se mettre un petit peu du point de vue même pas des développeurs, plutôt des éditeurs de jeux. Quels ouais, intérêts ils auraient à aller faire tourner leur jeu sur la blockchain? Ça m'étonnerait qu'ils y trouvent beaucoup d'intérêt. Juste au niveau des boutiques, par exemple, ils prennent tellement de frais ouais, sur leur boutique, sur les microtransactions et tout. Alors que s'ils doivent aller sur la blockchain, bah, ils vont pas développer eux-mêmes leurs propres infrastructures. Pour l'instant, ça demande trop de R&D, ça demande trop d'investissement, etc. Donc ils vont pas le faire. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir déléguer ça et du coup payer des frais. Non, non, ils vont pas retirer une partie de leurs bénéfices. Et en plus, c'est des nouvelles technologies. Les gens, ils ont quand même du mal à changer leurs habitudes de consommation. Je sais pas. Après, peut-être ouais. que je suis médisant par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de studios qui essayent de lancer des jeux, etc., dans le Web3, mais j'ai l'impression que c'est juste pas encore fait pour ça, le Web3. Après, peut-être qu'il y aura un temps pour ça, mais ouais, ce qu'on a vu jusqu'ici, ça m'a pas trop hypé personnellement. Et puis, il y a des jeux aussi, je les vois juste pas tourner sur les blockchains en fait. Tous les jeux qui n'ont pas besoin de monétisation, bah Ouais, tout c'est de ça. suite, il n'y a pas trop d'intérêt à les voir tourner sur la blockchain, hein. Bon, c'est Ouais, comme bah, ça. et puis c'est sûr, comme tu le dis, les principaux concernés, c'est les studios de jeux vidéo. Et eux, bah, c'est eux qui vont développer les jeux et ils n'ont aucun avantage à le faire sur la blockchain parce que bah, ils vont
si on fait l'exemple des boutiques où voilà, tu as des items qui peuvent aller dans différents jeux, bah, eux, voilà, c'est moins de gains pour eux, donc ça n'a pas trop d'avantage. Après, si on regarde plus des jeux, bon, je sais pas si on peut appeler ça un jeu, mais par exemple Stephen au dernier Bull Run, un Ouais, Play to Earn, tu vois, genre si on va plus dans ce genre de catégorie, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Après, il faut que le modèle économique soit viable, tu vois. Par exemple, dans, Stephen, c'était un peu compliqué, c'était un peu une bulle, mais je sais pas si on va dans ce genre de catégorie, peut-être qu'il y a plus de choses à trouver que des jeux comme on le verrait actuellement, des Call of Duty ou des trucs comme ça, où c'est peut-être oui, je pense moins que faisable. le côté Web3, c'est ce que tu dis. C'est fait pour une niche, pour certains trucs qui sont Mhm. pas un peu comme les jeux traditionnels qu'on a. Il y a des Ouais. choses qui pourront trouver leur public, on va dire, dans le Web3. Stephen, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a pas longtemps, ils ont refait un rebranding et tout. Donc, ils sont encore là. Même si c'est pas quelque chose qui m'a jamais hypé, honnêtement. T'as pas été dedans? Non, j'ai jamais été dedans. Non, pas moi non plus. Ensuite, il y a eu d'autres trucs, d'autres forks. À un moment, il y avait même un Sleep to Earn. C'était n'importe Ouais. quoi. Bon, ça va été loin cette hype. C'était marrant, mais je Ouais, m'y suis pas plus intéressé que ça. de loin c'était très marrant. Moi je me souviens voir enfin tu vois même Alan et Mathéo qui faisaient pas mal ça. Et ben, je sais bien qu'ils marchaient, tu vois, genre tu marchais, je sais pas, 100 mètres et tu gagnais des centaines d'euros, ça avait aucun sens. Genre vraiment le truc à la bulle, juste de loin c'était super Oui, drôle. Et puis après, bah, t'as des mecs, bien sûr, qui ont été trop loin, qui ont mis beaucoup trop de thunes là-dedans. Et mm, il fallait bien qu'à un moment ça éclate. oui. Donc voilà, on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui, c'est sûr, même s'ils essayent, à mon avis, de reprendre un peu le truc. Mais c'est compliqué de leur côté. Attends, je veux juste revenir sur un Ouais. truc que tu avais dit, je trouvais ça intéressant, j'ai pas eu l'occasion de rebondir dessus. Tu parlais d'items dans les jeux, etc. Et Mhm. il y a un projet qui fait beaucoup parler de lui chez les Crypto Bros, c'est Ultra. Il y a beaucoup de monde qui Ouais. aime bien Ultra, etc. Mhm. Mais déjà, ils essayent de concurrencer Steam. Ouais, Et ouais. je vois pas Steam, par exemple, tenter tout de suite son aventure dans le Web3. Ok, l'idée de pouvoir avoir des copies sur la blockchain en NFT de ces jeux, de les revendre, etc., c'est cool. L'idée d'avoir un item dans un jeu et de pouvoir l'utiliser dans plusieurs jeux, c'est cool. Déjà, je suis sûr que c'est faisable Ouais, dans l'état actuel sans blockchain de faire ça. clairement. Honnêtement, je vois pas comment ce serait pas faisable. Donc voilà, ça casse un petit peu l'argument du Web3. Et puis surtout, les éditeurs, ça les arrange de vendre deux fois un skin, par exemple, sur deux jeux différents, ou ah bah t'as perdu ton PC, ton compte Steam, t'as plus ta clé, bah rachète-en une. Ça les arrange quand même. Donc c'est un business aussi. Donc il y a beaucoup, c'est trop idyllique, je trouve, le monde du Mhm. Web3, gaming, etc. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien d'intéressant, mais faites attention quand même à pas trop vous convaincre ou quoi que ce soit. Les gros éditeurs derrière, ils ont vraiment une grosse manne financière, ils n'ont pas envie d'aller diluer tout ça pour des NFT, de la blockchain, etc. Pas tout de suite en tout Ouais, cas. bah, ouais. Bah, c'est sûr que je te rejoins là-dessus parce que ben, actuellement, je pense que beaucoup voient les gaming dans la blockchain et qui va arriver avec des triple A, des jeux vraiment, comme tu dis, tu vois, genre des concurrents à Steam ou quoi, comme Ah, là, iOS il y a tout le essaye de monde qui faire. attend GTA 6 aussi, hein. Ouais, c'est ça, Il y ouais, a eu c'est ça. tellement de rumeurs. Moi, je Ouais, suis sûr qu'il n'y avec aura pas le petit grand-chose, mais téléphone là. bon. Ouais, bah écoute, moi c'est vrai que je suis pas forcément bullish non plus sur le gaming, en tout cas pas comme les gens le voient actuellement. Je pense qu'il y aura moyen bien sûr d'avoir des types de jeux, comme par exemple de Play to Earn, s'ils ont une bonne économie encore une fois, qui pourraient marcher sur la blockchain. Mais Hmm. pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on en voit, et je préfère me référencer toujours à ça, bah il y a rien qui est vraiment très très propre, quoi, on va dire. Ok, Attends, j'ai bah envie de écoute, balancer ouais, juste une petite théorie là sur GTA allez, 6 parce que dis-nous. je viens d'y penser, mais sur GTA 5, tu avais des actions en bourse et tout, tu pouvais les trader. Et je Ouais. me dis, GTA 6, ils vont vouloir mettre le paquet et tout. Pourquoi ils essaieraient pas d'intégrer directement le cours des J'avoue. cryptos dans le jeu? Et du coup, ce serait ça l'intégration que tu aurais avec la blockchain ou quoi. Mais au final, il y aurait pas d'argent en jeu, quoi. Ouais, Ce sera mais juste. c'est vrai que j'avais vu ça passer en plus, en mode, tu vois, genre quelqu'un qui avait fait, qui avait refait genre l'illustration avec le téléphone qui sort, tu vois, Hmm, du petit écran et avec le cours justement des cryptos. Donc en vrai, ça pourrait le faire. Après, tu vois, ça serait juste plus en historique qu'autre oui. chose, tu vois, genre, ce serait un petit truc marrant, tu vois. Maintenant, je viens de penser quand tu l'as dit. À mon avis, ça doit être compliqué au niveau des autorisations parce que c'est totalement autre chose. Mais si on pouvait genre acheter ou vendre des cryptos depuis GTA et qu'ils se prennent un petit frais dessus, tu vois. Eux, ils se mettraient bien, mais à mon Ah, je pense avis, pas que ça va aller jusque-là. Je pense que ce sera comme dans ouais, ouais, GTA V justement où c'est comment on dit déjà, ouais, du paper trading, voilà. oh, D'ailleurs, dans ouais, GTA V, c'était marrant parce que tu pouvais faire des actions dans le jeu qui influaient sur les actions et tout.
Je me demande si ce Ok. sera possible aussi sur le 6. Mais je pose ça là, on sait jamais, hein, petite théorie. Ok, bah écoute, on vérifiera ça pour voir si c'est le cas ou pas quand il sortira. Dans l'ensemble, on a plus ou moins fini la partie questions. Donc, j'ai un petit jeu de 60 secondes où Vas-y. l'idée, ça va être de mettre deux sujets opposés, par exemple la DeFi et la CeFi, et bah, que tu choisisses un des deux, tu vois. DeFi vs CeFi. DeFi, évidemment. Ok. Bitcoin vs Ethereum. Bitcoin. Ok. Bitcoin Maxi vs Altcoin Enthusiast. C'est compliqué ça, hein. Bitcoin enthousiaste. J'ai envie de tricher. Ok, ok. Sex vs Dex. Dex. Ouais. Investissement vs trading. Inves- Investissement. ERC20 vs BEP20. ERC20. Scalabilité vs décentralisation. Scalabilité. Ok. Euro vs BTC. BTC. Et une dernière, anonymat dans les transactions vs transparence. Transparence. Ok. Eh ben, écoute, on a un petit tour là-dessus. D'ailleurs, bah, pour la dernière question concernant l'anonymat, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, bah, je pense que la plupart des gens le savent, mais au début, au niveau des cryptos, on disait que c'était pour la drogue, que c'était des transactions qui étaient cachées. Bref, il y a tous ces préjugés qui sont moins présents, j'ai l'impression, aujourd'hui. Notamment, bah, par exemple, avec le Monero, qui était une crypto qui est, si je me trompe pas, je sais pas comment ça fonctionnait exactement, mais les transactions étaient anonymes. Ouais, je me souviens plus pareil comment ça fonctionne. J'avais vu un thread qui était Ouais. hyper intéressant sur Monero, mais j'ai tout oublié, j'ai trop le seum. Mais je vais te poser une dernière question Vas-y. pour finir ce Ouais, pour la podcast. dernière question. Est-ce que tu as une personne à me recommander pour le podcast, peu importe qui c'est, qui pourrait être intéressant? Oui, il y a Cryptomage qui pourrait être intéressant. GHZ Crypto aussi éventuellement. Ok, eh ben, écoute, je les note et je verrai s'ils veulent bien passer sur le podcast. En tout cas, c'était très cool de t'avoir et on a appris pas mal de choses. J'espère que les gens n'étaient pas trop perdus dans tout ce qui est DeFi, etc. Sinon, bah, n'hésitez pas à aller voir la chaîne, les réseaux d'AZK Crypto, que ce soit sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Je vous mettrai tout ça en description. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, À la salut! prochaine.